Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast AWS en français. Aujourd'hui, nous parlons réseau et IPv6. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast AWS en français. Je les compte plus, mais on doit pas être loin de 90. Maintenant, on fera quelque chose de spécial pour la 100e. Ça fait presque 3 ans que vous écoutez le podcast et je vous en remercie. On est disponible dans toutes les applis de podcast, toutes les bonnes applis en tout cas. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, à laisser aussi des commentaires, des petits pouces vers le haut, des étoiles et m'envoyer vos commentaires, vos feedbacks sur LinkedIn ou sur Twitter. Aujourd'hui, nous allons parler réseau pour les builders, pour les développeurs. Si vous développez des applications sur AWS, si vous déployez de l'infrastructure sur AWS, vous avez vu probablement déjà touché à des VPC. On va vous parler spécifiquement d'IPv6 et essayer d'expliquer pourquoi, comment, avec Renaud Van Eekhout. Renaud, merci d'être là. Tu es Solution Architect chez AWS France. Tu as un gros bagage infra et réseau. Tu es un peu quand j'ai des questions réseau, tu es ma personne de contact côté réseau. Avant de parler d'IPv6, peut-être un bref rappel pour ceux qui n'y connaissent rien, vraiment rien. TCP/IP, qui est la base Internet, c'est quoi ? Bonjour Sébastien. Alors, très rapidement, donc TCP/IP, c'est quoi ? On fait souvent référence à un modèle avec des couches. Donc, on va retrouver la couche IP au niveau 3 de ce modèle. C'est là où on va parler notamment des adresses IP, c'est là où on va numéroter les machines, les applications, et c'est là où on va transporter des paquets. Au-dessus de cette couche, on a généralement la couche transport. Dans cette couche transport, on va retrouver les protocoles que sont TCP ou UDP, qui eux vont, par exemple dans le cas de TCP, assurer qu'on ait une répartition des paquets qui soit ordonnée, puis qui se fasse avec des acquittements, histoire de fiabiliser aussi le transport. Et puis au-dessus de cette couche 4, on va retrouver globalement les applications, c'est là qu'on va retrouver les protocoles comme HTTP et les applications qui sont au-dessus. Mmh. Moi je prends souvent l'exemple quand je l'explique à quelqu'un qui est non technique de la poste. Si j'ai un gros volume de documents, je fais plein de petites enveloppes et je mets chaque fois l'adresse du destinataire. La poste c'est IP, il va envoyer mes paquets d'un point A à un point B, d'une adresse à l'autre. C'est là qu'il y a les adresses IP, les fameux trucs avec 4 chiffres. Et puis TCP, ça n'existe pas à la poste, c'est un service au-dessus qui s'assure que toutes mes lettres sont envoyées une seule fois. Celles qui ne sont pas arrivées, on les réenvoie et qu'elles arrivent toutes dans le bon ordre. Donc, ça serait peut-être un peu l'accusé de réception de la poste. Tu aurais un acquittement. Ouais, aussi, il y aura un accusé de réception également pour dire ce paquet-là est arrivé, celui-là pas. Et donc on vit allègrement depuis le début d'Internet, donc depuis 50 ans environ, sur IPv4, ces fameuses adresses 192.168.0.0 et des choses comme ça que vous connaissez. C'est quoi IPv6 ? Alors effectivement, tu parles de 50 ans, oui, c'est 1974 pour être précis. Ah ouais. Donc effectivement, 47, donc ça remonte. Ouais. Donc forcément, on n'avait pas l'idée qu'on puisse atteindre cette échelle. Et donc au détour des années 90, avec l'émergence de l'utilisation d'Internet, on va se rendre compte assez vite de limitations qui sont propres à IPv4. Et notamment, tu parlais des adresses IP, les 4 octets, donc les 32 bits. On va vite se rendre compte au détour des années 90 que ça ne suffira pas. Donc on va commencer à mettre en chantier une nouvelle version. Alors cette nouvelle version... Quand tu dis que ça suffira pas, c'est parce que chaque appareil connecté à Internet doit avoir une adresse IP et adresse IPv4, c'est 4 groupes c'est 4 octets, 32 bits. Entre 0 et 255, donc ça fait quoi, 4 milliards de possibilités, et donc il n'y a que 4 milliards d'appareils qui peuvent être connectés sur cette planète. Ça devrait suffire, non ? Alors, ça fait... oui, mais en fait non, parce qu'en fait on voit bien aujourd'hui qu'il y a énormément de devices et de plus en plus qui sont connectés. Aujourd'hui, à titre personnel, tu as énormément de devices, ta montre, etc. C'est autant de devices. Pour adresser en fait cette limitation d'adressage IP, on va avoir plusieurs stratégies. La première, ça va être de faire de la translation d'adresses. Donc ça, c'est toujours actif, et c'est ce qu'on fait à un niveau individuel. Tu parlais 192, 168, ces adresses-là, typiquement, ne sont pas routables sur Internet, ne sont pas des adresses publiques. Et donc, je vais prendre typiquement ma box et faire une translation d'adresse vers une seule adresse. Donc, du coup, au lieu d'avoir une adresse IP par device connecté, je vais pouvoir mutualiser une seule adresse IP publique. Donc, on voit bien qu'on a déjà des stratégies pour faire durer ce plan d'adressage. Mais malgré tout, on arrive aux limites. Au fait, quand je suis chez moi, j'ai une trentaine d'appareils sur le réseau ici, entre les téléphones portables, les tablettes, les Alexa, les senseurs, les capteurs, les caméras, enfin, on peut imaginer des tas de choses. Mais tout ça, ça consomme qu'une seule adresse IP publique, celle de ma box, au fait, qui fait
traduction pour tout le monde. C'est ça qui nous a permis de vivre 50 ans avec 4 milliards d'adresses. Mais malgré tout, ce modèle-là, il a ses contraintes. Il y a des applications qui supportent plus ou moins bien le NAT. Et donc, à un moment, on s'est rendu compte et on s'est dit, OK, il faut qu'on aille faire autrement. Donc, on a mis en chantier une nouvelle version d'IP, qu'on a appelée donc IPv6. Donc, il n'y a pas eu d'IPv5, parce qu'en fait, IPv5 est un protocole qui devait être et qui a assez peu utilisé pour venir complémenter IPv4. Donc, IPv6, c'est vraiment la nouvelle version, finalement, de l'IP qu'on connaît aujourd'hui et qui est utilisée de façon massive. Et donc, lui, il a été ratifié en 98. Oui, parce que je me souviens, j'ai acheté un bouquin qui s'appelait IP Next Generation, c'était fin des années 90, avant que ça s'appelle IPv6. Voilà. Donc après, la question qu'on peut probablement se poser, c'est aussi de savoir, qu'est-ce qu'on adresse avec IPv6 ? Donc, un des premiers sujets dont on a parlé concernant IPv4, c'est donc ce manque, cette pénurie d'adresses IP, cette pénurie d'adresses. Donc, concernant IPv6, déjà, on va passer à 128 bits. Donc, l'espace d'adressage est... Attends. Donc, de 32 à 128 bits. De 30... Donc, on fait x4. x4, exactement. Donc, en termes de plan d'adressage, on n'a absolument plus aucune limite. Et donc, chaque device peut être individuellement porter une adresse IPv6. C'est absolument plus du tout une difficulté. Et puis aussi... Oui, et juste pour clarifier, quand moi je dis x4, excusez-moi, j'ai peur de mal me faire comprendre. On a 4 fois plus d'espace pour mettre des numéros. Exactement. Ça ne veut pas dire qu'il y a 4 fois plus de valeur. C'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus. Hein. Voilà, donc ça, c'est vraiment bien plus que ça. Ce qui va se passer, c'est donc on va aussi, au passage d'IPv6, on va essayer de rationaliser un certain nombre de choses. Donc IPv6, on peut le voir non pas comme une révolution, mais plutôt comme une évolution, une rationalisation d'IPv4. Il y a un certain nombre de choses qui posent des problèmes en IPv4. Tout à l'heure, on parlait de la couche 3 du modèle OSI. Il y a au niveau 2 la couche Ethernet qui est souvent utilisée. On a un protocole, par exemple ARP, qui est assez peu sécurisé, qui utilise du broadcast. Ça, c'est des choses qu'on va adresser en IPv6. ARP, c'est le protocole qui permet à un device, si je me souviens bien, de savoir qui a quelle adresse IP. Je dois envoyer un paquet à telle adresse IP. Exactement. Quel appareil physique sur le réseau. Exactement. Donc on a besoin de ce protocole, qui est un petit peu à part dans le modèle, qui n'est pas sécurisé, qui travaille en faisant des broadcasts. Et donc ça, on va l'enlever en IPv6, on va le rationaliser. De la même façon, on sait que les broadcasts posent des problèmes de sécurité et de performance. On va imposer l'utilisation du multicast, qui est de la diffusion vers un groupe et non plus vers un ensemble de devices en IPv6. Donc je pourrais plus faire mon passe-temps favori dans les chambres d'hôtel, c'est faire un broadcast qui me publie, moi, qui dit je suis le routeur par défaut et router tout le trafic du Wi-Fi de l'hôtel sur mon laptop. Tu peux continuer ou essayer de le faire, mais ça risque d'être un peu plus compliqué en V6 et c'est tout l'objectif. Donc alors je vais devoir trouver un autre passe-temps. Voilà. Mais il y en aura d'autres, hein. Je suis pas inquiet là-dessus. Donc vraiment IPv6 va amener ça parce qu'on est parti finalement d'une feuille blanche. Le corollaire de ça, c'est aussi que en partant d'une feuille blanche, on n'est pas rétrocompatible. Donc ça veut dire qu'une machine IPv6 ne peut pas discuter avec une machine purement V4. Et donc de cet état de fait va découler un certain nombre de choses. C'est le protocole de la maturité en quelque sorte, parce que IPv4 a été normalisé, tu as dit fin des années 70, donc il a été conçu dans les années 70. Évidemment, l'Internet d'aujourd'hui et l'Internet à l'époque n'étaient pas du tout la même chose, et donc finalement on a appris de ces une vingtaine d'années, puisque ça a été normalisé fin des années 90. C'est le protocole Internet IP tel qu'il aurait dû être si on connaissait Internet aujourd'hui, on peut résumer ça comme ça. Ouais, tout à fait. Et à part qu'il soit pas rétrocompatible, c'est quoi les challenges de switcher j'ai un problème d'adressage, je veux être moderne, je veux utiliser IPv6, c'est quoi mes challenges? Alors, on pourrait penser sur un poste de travail individuel, il n'y a pas forcément de challenge, j'enlève la pile V4, je mets la pile V6 et voilà. Le seul souci, c'est après vers quoi je vais me connecter. Donc c'est là où finalement il va y avoir des sujets à traiter. Forcément, donc si j'essaie, par exemple, je suis un particulier, je veux me connecter à un site web, est-ce que mon site web est disponible en V6 ? Est-ce qu'il l'est ou est-ce qu'il ne l'est pas ? À partir du moment où je suis purement V6, s'il n'est pas disponible en V6, je vais avoir un problème. Donc ça c'est un des premiers cas qu'on va devoir traiter. Et donc il faut être au courant, il y a plusieurs typologies de chemins de migration pour les clients. Ça, c'est important de le comprendre. Il n'y a pas un chemin de migration, sinon on ferait tous la même chose. Et selon que vous soyez opérateur, que vous soyez client final, que vous soyez un acteur d'Internet ou que vous soyez une entreprise, vous n'aurez pas les mêmes contraintes et le même chemin de migration. Donc,
assez souvent, ce qu'on va voir, c'est une coexistence évidemment des deux, et au moins sur Internet, on n'imagine pas un grand soir, un 31 décembre à minuit, qu'on basculerait tous vers IPv6, ça ne va pas se passer comme ça, et ça ne se passe pas comme ça aujourd'hui. Il y a une coexistence des deux. Donc, il y a une approche qui consiste, en anglais, on parle de dual stack, qui consiste à mettre les deux piles de protocole, et V4 et V6. Et finalement, je vais faire une requête DNS, et mon DNS va me répondre et va me dire, la ressource est accessible ou en V4, ou en V6, ou parfois dans les deux. Donc, je vais aller sur www.amazon.fr et le DNS va me donner les deux adresses, l'adresse IPv4 et IPv6, et donc c'est mon OS qui peut faire le choix. Exactement. Choisir IPv6 quand il peut, de partir par là. Et ça, c'est dans nos laptops, dans nos téléphones portables, dans nos tablettes, c'est déjà bien implémenté et disponible. Cette technologie de dual stack. Mais pour une entreprise, qu'est-ce qui me motiverait à bouger mon réseau interne en IPv6 ? C'est pas des petits chantiers quand même. Alors, tu as raison, c'est pas des petits chantiers. Et d'ailleurs, de fait, je pense que ceux qui nous écoutent l'ont bien compris. Si ce protocole qui amène plein d'améliorations et qui a été ratifié en 98, on est encore en train de parler de sa mise en œuvre aujourd'hui, c'est que la mise en œuvre, elle est pas simple. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est donc ce parcours. Il y a pas aujourd'hui donc de date butoir. Je regardais un petit peu l'ARCEP, notre gendarme national des télécoms, qui disait justement qu'il invitait pour qu'il y ait une prise en charge d'IPv6 qui soit plus forte, à ce que même les pouvoirs publics se saisissent à un moment de ce sujet-là. Et réglemente. Voilà, et réglemente en imposant justement des choses, voire même ils utilisent le terme, j'ai regardé, quelque chose des mécanismes plus coercitifs, donc plus qu'incitatifs. On parle de coercition à ce niveau-là. Donc ça c'est aussi une réalité aujourd'hui, c'est que il faut bien comprendre que à l'échelle du globe, on n'est pas tous évidemment logés de la même enseigne face à cette pénurie d'adresses. Il y a des endroits où, notamment en Asie, où là la pénurie d'adresses IPv6 est massive. C'est lié à la densité de population. Exactement. Donc là aujourd'hui, il y a vraiment des gens qui ne peuvent plus déployer qu'en V6. Et on aura l'occasion peut-être d'en reparler, mais c'est important. Côté back, en fait, il y a l'aspect front, ce qui se passe chez nous dans notre réseau, et puis il y a les autoroutes de l'information, pour reprendre un terme bien baisé. Je veux dire les back-ends, les gros tuyaux qui sont dans la rue, etc. Chez nous, en Europe, en Amérique du Nord, je suppose tout ça, c'est en IPv6 déjà maintenant. Alors, voilà. Après, globalement en Europe, on a une approche dual stack. On a sur beaucoup de réseaux opérateurs, parce que donc ça, plutôt on peut faire un petit cocorico en France. On est plutôt des bons élèves, même au sein de l'Europe. Maintenant, l'adhésion du protocole, elle se fait malgré tout, pas forcément très rapidement, pas aussi rapidement qu'on le souhaiterait. On parlait tout à l'heure de date butoir ou de réglementation. Si on regarde un petit peu ce qui s'est fait aux États-Unis, on voit que par exemple à marche forcée, on incite les administrations américaines, donc là on est vraiment dans la prise en charge par les pouvoirs publics, à aller vers V6. Donc là on n'est pas encore là en France, mais voilà, ça c'est quelque chose qui suit son chemin. Et le cloud dans tout ça, si je veux déployer des infrastructures IPv6 dans le cloud, comment AWS m'aide ? Qu'est-ce qui est disponible aujourd'hui ? C'est pas nouveau, il y a de l'IPv6 à gauche et à droite depuis assez longtemps sur AWS. Oui, tout à fait. Je regardais un petit peu les dates. En octobre 2016, déjà, on a Route 53, qui est notre service DNS, est accessible et en V4 et en V6. En août 2016, S3, notre service de stockage qui est un peu emblématique, lui-même, on va mettre à disposition des points d'accès publics qui sont compatibles V4 et V6. Donc voilà, donc la prise en charge de V6 sur les services fondamentaux d'AWS, évidemment, elle ne date pas d'hier. Alors, la liste des services est quand même assez longue. Pour citer quelques-uns, là, je viens de citer donc Route 53, et S3, on pourrait aussi citer les machines virtuelles, les instances C2, notre service de containers ECS, IAM, on pourrait parler aussi de Shield, protection anti-DDoS, de WAF, Web Application Firewall, IoT, Workspace, solutions de VDI, Elastic Load Balancer, CloudFront, les sujets pour tout ce qui est CDN également. Tous ces services-là supportent V6, et puis parce que V6 c'est aussi un sujet réseau, il faut quand même un petit peu parler de réseau même dans l'environnement AWS. Donc voilà, donc les composants réseau d'AWS supportent le V6 tous, donc à commencer par le VPC routeur, qui est le routeur que vous avez dans votre VPC, la Transit Gateway qui a vocation à faire l'interconnexion au réseau des VPC et avec le monde des data centers de nos clients.
la Direct Connect, le VPN, tous ces composants aujourd'hui supportent également V6. Est-ce qu'on peut dire qu'on a pris une approche un peu pragmatique en disant plutôt que de mettre IPv6 de bout en bout partout, on va commencer à la périphérie, j'ai pas envie de dire Edge parce que Edge est utilisé dans un autre contexte, mais à la périphérie, là où il peut y avoir des interconnexions venant de l'extérieur, donc tu as cité le DNS, les load balancers, etc., les endpoints S3, et puis progressivement on avance vers le cœur de la machine, vers le centre, en une approche en oignon. Tout à fait. Ça non, colle. tu as raison, en fait, effectivement, c'est un peu l'approche qui est... On voit bien qu'il y a des clients qui ont voulu se contacter des buckets S3 avec en V6, et donc c'est pour ça qu'on a mis en place les points d'accès V6. Les load balancers sont dual stack, donc supportent des connexions V4 et V6, donc pour pouvoir exposer des services web sur Internet en V4 ou en V6. CloudFront également, pour faire la même chose, exposer des services. Donc jusqu'il y a peu, et on va parler de ce qui est nouveau dans quelques secondes, je fais un peu de teasing, mais jusqu'il y a peu, en gros, une infra cloud AWS pouvait être IPv4 en interne, les instances EC2, les containers, Lambda, etc., mais être accessible par des clients en IPv6 depuis l'extérieur, parce que les endpoints, à commencer par le DNS et puis les load balancers et autres, eux étaient IPv6. C'est un bon résumé de la situation, et on faisait du routage d'une façon ou d'une autre de I6 vers 4 en interne, mais ça restait interne. Et là, j'ai l'impression que les dernières semaines, on enregistre ce podcast en décembre 2021, donc sur novembre, décembre, il y a une accélération, il y a plein de choses qui se passent côté IPv6, à commencer par les VPC eux-mêmes. Oui, tout à fait. Alors, donc jusqu'à, pour être précis, jusqu'au 23 novembre, ce qu'on pouvait faire dans l'environnement AWS, c'est on pouvait créer des instances EC2 qui étaient dual stack, donc il y avait donc une pile V4 et une pile V6. Et encore donc le VPC était lui-même dual stack, il fallait activer une option au moment de la création. Oui, tout à fait. Vraiment, c'était vraiment très très rapide, et il y a beaucoup de clients qui ont commencé à l'utiliser. Et de la même façon, tout à l'heure, on parlait de ces disparités géographiques. Il faut bien comprendre encore une fois que, par exemple, si on prend l'exemple de l'Asie, là-bas, il y a des utilisateurs qui, eux, ne veulent déployer qu'en V6. Donc finalement, ces clients-là, allez leur dire, déployez aussi une pile V4, mais finalement, il faut quand même l'adresser, il va falloir quand même la sécuriser, parce que vous ne voulez pas l'utiliser. C'était devenu une contrainte. Donc ce qu'on a annoncé, Pardon. Je t'interromps juste pour comprendre un des challenges d'une pile dual stack, c'est que dans une pile dual stack, on n'est plus limité sur le nombre d'adresses IP IPv6, comme tu l'as expliqué avant, mais on doit toujours assigner une adresse IPv4 tout à fait. par pile. Et donc on a quand même ces limitations. On peut pas déployer 10 000 hosts dans un subnet parce qu'il n'y a pas d'adresse IPv4 en suffisance pour le faire. Et si ton cas d'usage, c'est de n'utiliser cette machine finalement qu'en V6, cette pile V4, il faut malgré tout la sécuriser, parce que finalement, tu ne veux pas qu'elle soit accessible, par exemple, de l'extérieur. Oui, donc il faut quand même mettre des règles de sécurité group. Tout à fait. Il faut s'assurer que mes démons dans l'OS n'écoutent peut-être pas sur les adresses IPv4, mais sur les adresses IPv6. D'accord. Et tu disais VPC 24 novembre, VPC 23 novembre. Pour être précis. Donc en fait, parce qu'il va se passer aussi des choses sur le 24. Donc c'est pour ça qu'il faut être précis sur les dates. Donc le 23 novembre, en tout cas, on annonce IPv6 only. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des subnets et que dedans, une instance EC2, à partir du 23 novembre, si on le choisit, elle peut être déployée uniquement en mode V6, elle n'a plus besoin de cette pile IPv4. IPv4. Et ça, c'est au niveau du VPC ou au niveau du subnet ? C'est au niveau du subnet qu'on va l'activer. Donc je peux avoir un VPC dual stack avec certains subnets dual stack et d'autres subnets qui sont IPv6 uniquement. Tout à fait. Tout à fait. Et un petit mot, un petit mot, peut-être par curiosité, parce qu'il y a peut-être ceux qui nous écoutent peuvent peut-être se poser la question de savoir ces adresses IPv6, comment ça va se traduire concrètement pour les machines quand je vais venir les déployer. Si vous avez été un petit peu curieux, vous avez pu voir que les adresses IPv4 publiques, en vérité, elles ne sont pas mises sur l'instance elle-même. Si vous faites un ifconfig sur une machine, une instance EC2. Et l'accès en adresse IP privée. Voilà, vous ne voyez que l'adresse IP privée. En vérité, l'adresse IPv4 publique, elle est natée par un composant qu'on peut se représenter comme étant l'Internet Gateway qui est accroché à votre VPC. En V6, la prise en charge est un petit peu différente, c'est-à-dire que ce que vous allez déployer, c'est nécessairement des adresses qu'on appelle globales. On ne parle plus de public, on parle de global dans le vocable IPv6, mais ça a le même sens, c'est routable sur Internet, et ces adresses sont, elles, portées directement par les instances EC2. Donc si vous faites un ifconfig d'une instance dual stack ou depuis le 23 novembre d'une instance
instance EC2 IPv6 only, vous verrez bien des adresses IPv6 globales qui sont directement attachées à votre instance. Ah oui, donc l'IPv4, moi je la voyais plutôt attachée à l'INI, à l'interface réseau, plutôt qu'à la machine, donc en dehors de la machine, tandis que l'IPv6 est vraiment sur la machine, sur le Exactement. stack. Mais un subnet VPC 6, donc IPv6 uniquement, ça veut dire que le DHCP est IPv6, il peut distribuer des adresses, que le DNS est IPv6. Exactement, tu as raison. En fait, il y a déjà des services qui sont nécessaires pour que tout ça fonctionne. Donc tu as parlé du DHCP, c'est le cas, le DNS également. Le FTP, tous ces services, les métadatas de ton instance EC2, tous ces services-là sont déjà IPv6 uniquement pour ces machines-là. Je vais devoir mémoriser une nouvelle adresse IP. On peut plus faire un curl de 169, 254. Alors, tu verras qu'on a fait un petit moyen mémotechnique. On a utilisé des adresses et on a mis EC2. Et ça tombe bien parce que EC2, ça s'écrit en hexadécimal, qui est le format d'adoption. Donc voilà. Donc je dis pas que ça sera aussi simple à mémoriser, mais voilà. On a fait en sorte que ce soit quand même plus simple pour ceux qui nous écoutent. Non, moi je le dis en souriant, mais ça veut dire qu'il y a quand même un impact sur les scripts. Si j'ai des scripts user data qui interrogent metadata pour avoir, je sais pas moi, la région ou les i sur laquelle je tourne, ou pire que ça, tiens, je pense les SDK, ils utilisent le metadata service pour avoir une clé d'accès secrète et une clé d'accès IAM access key, secret key. Ça veut dire que les SDK ont été mis à jour aussi pour pouvoir interroger correctement le metadata service. Donc c'est toute une chaîne, c'est pas juste le réseau, c'est aussi les scripts que vous faites tourner sur cette machine. Donc nous étions au 23. Donc on était le 23. Alors il s'est passé deux choses le 23. Voilà. Donc je sais pas si c'était le matin, mais en tout cas donc le 23 en tout cas il y a eu ça. Et puis j'ai parlé tout à l'heure du fait qu'on pouvait mettre des load balancers pour un cas d'usage d'exposition de services web. Jusqu'au 23, donc les services web étaient hébergés par des machines qui étaient purement V4. Et là également, on a fait en sorte, on est cohérent, que les services puissent être hébergés par des machines qui sont notamment V6. Donc ça veut dire que je peux exposer des services en V4 et en V6 avec des ALB ou des NLB, des Elastic Load Balancers, avec des targets qui sont V6 depuis le 23 novembre. D'accord. Et si on continue là-dessus, on se rend compte, on peut se poser la question, on se dit ok, donc maintenant j'ai une instance EC2 qui est dans son VPC, vers quoi elle peut communiquer l'internet en V6, ça c'est assez évident. Mais comment elle fait pour contacter l'internet V4 ? Tout seul, ça marche pas, parce que comme on a dit tout à l'heure, c'est pas rétrocompatible. Mais pourquoi est-ce qu'elle doit le faire ? Parce qu'il y a des parties d'internet qui, encore une fois, pour des raisons de migration, n'ont pas complètement migré encore vers V6 et ne sont disponibles qu'en V4. Donc comment je fais finalement pour joindre ces destinations-là ? Et comment fait-on ? Bonne question. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Nous, l'idée, c'était, donc justement, on a annoncé ça le 24 novembre. On a mis à disposition un service qui s'appelle NAT64. Le moyen technique, c'est 64, donc V6 vers V4, qui, comme son nom l'indique, va faire de la translation d'adresse. Ça va marcher comment ? Globalement, mon instance EC2, qui est donc V6 uniquement, fait une requête vers mon résolveur DNS de mon VPC, qui va lui répondre. Et quand il va lui répondre, il va voir si la destination est en V4 ou en V6, que le record DNS, l'enregistrement DNS n'est pas le même. Il y a un A record dans le cas d'une adresse V4, il y a un quad E record dans le cas d'une adresse V6. Quad E, c'est AAAA. Voilà, c'est un peu de la terminologie V6. Quad E, c'est un 4 fois A. Donc ce quad E record, si c'est une adresse V6 de destination, tout va bien. Alors on est dans le meilleur des mondes. Et voilà, on est V6 end-to-end, il n'y a absolument aucune difficulté. Là où ça se complique, c'est si on est en V4. Ce que va faire un compagnon de NAT64 qui est DNS64, c'est que lui, il va créer à la volée un record quad E en prenant comme bloc d'adresse IPv6 une adresse qui est réservée et normalisée pour cet usage-là. Du coup, la machine va le prendre, va essayer d'envoyer un paquet vers cette destination, ça va être intercepté par un autre composant qui est donc la passerelle NAT64 qui, elle, va enlever le paquet IPv6, reprendre un paquet IPv4 et envoyer vers la bonne destination. Donc en fait, ce que fait le DNS, il renvoie une adresse IPv6, puisque c'est tout ce que connaît le client EC2 qui doit faire sa connexion. Et dans l'adresse IPv6, il va cacher l'adresse IPv4. Enfin, il va pas la cacher, mais il la met à la fin, avec un préfixe spécial. Et puis, il suffit de configurer cette table de routage pour envoyer tout ce qui est à ce préfixe-là vers la NAT Gateway,
qui elle, va faire du NAT comme elle fait, et donc connecter le serveur IPv4, récupérer la réponse et puis réemballer le paquet correctement pour rebalancer ça. Donc ça s'appelle NAT 6.4. On dit NAT 64 ou NAT 6.4, je sais pas. Alors là, il y a plusieurs écoles, mais moi je dis NAT 64 et ce qu'il faut comprendre, c'est que voilà, comme on l'a dit, ça travaille avec DNS 64, ça c'est important. Donc ça c'est aussi parce qu'il y a peut-être les gens qui nous écoutent peuvent se dire ok, si j'ai ça, pourquoi on fait pas tous de l'IPv6 si on fait pas ça? Parce que ça ne couvre pas tous les cas d'usage. Déjà, il faut que ça soit V6 vers V4, ça marche pas dans l'autre sens. Et puis il faut qu'il y ait du DNS. S'il n'y a pas de DNS, la moulinette marche pas, il faudrait créer des entrées statiques à l'échelle, c'est juste pas possible. Et puis après, il faut faire attention dans les URL de sites web qui transportent des adresses, c'est pas une très bonne pratique, mais si jamais on le fait, c'est plus compliqué. Si on transporte des adresses dans les paquets IP, la passerelle NAT64 pourra pas le faire. Donc ça va pas résoudre tous les cas, mais ça va en résoudre beaucoup et ça va faciliter encore une fois la transition de ces utilisateurs qui n'ont besoin que de V6 aujourd'hui et qui veulent pouvoir continuer à attaquer des ressources en V4. Oui, au fait, dans le monde réel, V6 et V4 vont coexister pendant de longues années, et donc c'est un peu illusoire de dire je fais une application V6 uniquement qui ne parle qu'à du V6. À un moment ou l'autre, il y aura un service un peu plus ancien, même pas nécessairement ancien, mais qui est encore sur V4. Et donc c'est ce cas-là. Et puis, une des raisons de ne pas l'utiliser tout le temps non plus, c'est que nous, on n'a pas déployé ce système NAT64 partout. C'est juste dans une ou deux régions pour le moment. Bien sûr. Tu les connais, c'est US East et US West, quelque chose comme ça, mais c'est pas encore disponible dans toutes les régions. Il faudra attendre un peu avant qu'on déploie ces NAT 6.4 de façon un peu plus générale. Bien, donc on voit que AWS a commencé par la périphérie pour accepter des connexions IPv6 et les envoyer sur une infrastructure interne IPv4, mais depuis novembre, vous pouvez faire vos VPC 6 uniquement. Les ALB et les NLB peuvent envoyer du trafic vers ces instances EC2 IPv6, et puis il y a du NAT 6.4 ou du NAT 64 pour permettre à ces instances IPv6 de pouvoir parler à des services IPv4. D'autres choses que j'aurais oubliées de ce côté-là, des nouveautés IPv6 sur AWS? Non, sinon on va continuer. J'ai listé un certain nombre de services. C'est pas une liste de services figée dans le temps, donc il y a plein d'autres services IPv6 qui vont être pris en compte. La liste que j'ai donnée tout à l'heure sur les services AWS qui supportent IPv6, elle n'est pas définitive, donc on a d'autres services AWS qui vont supporter IPv6. Ça, c'est également. C'est l'état de l'art au moment où on enregistre ce podcast fin décembre 2022. Vous l'écouterez probablement d'ici quelques semaines, voire dans quelques mois plus tard quand vous découvrirez le podcast. La situation pourra avoir changé. Référez-vous toujours à la documentation, au blog d'AWS News, les blogs de Jeff Barr pour savoir quels sont les nouveaux services qui supportent IPv6. On ne va pas s'arrêter là, évidemment. IPv4, j'ai un client qui me disait toujours une technologie, ça disparaît jamais. On a toujours du mainframe et des COBOL, enfin des mainframes et du COBOL, et il y en aura encore pour de longues années, même si on a lancé un programme de migration mainframe vers le cloud, mais c'est un autre sujet. IPv4 ne va pas disparaître, il est là encore pour des dizaines et des dizaines d'années. Comment tu vois le futur de cette cohabitation 6.4 ? Je pense qu'il va y avoir une accélération, encore une fois, qui va concerner d'abord les clients dont les plaques géographiques sont concernées par la pénurie d'adresses en priorité. Et puis oui, tu as raison, enfin évidemment, il va y avoir une coexistence. L'important, c'est que ça puisse être le plus possible transparent pour l'utilisateur final. Ça, c'est ça qui est important. C'est que cette transition, elle n'est possible que si elle est réellement transparente pour l'utilisateur. C'est à ça qu'on travaille. Et AWS va aider avec cette transparence en adoptant de plus en plus de services. Oui, tout à fait. Je crois qu'à terme, on pourra faire une infra uniquement IPv6 sur AWS, quels que soient les services que vous souhaitez utiliser. Si je veux commencer aujourd'hui, dire tiens, ma prochaine application, je vais la déployer au minimum en dual stack, voire en IPv6 only, je commence par où? L'environnement AWS est idéal pour commencer à tester, à expérimenter à ce niveau-là. C'est-à-dire que vraiment, en quelques clics, si vous avez l'habitude, ou en quelques lignes de code, si vous voulez passer par nos API, vous pouvez commencer à déployer des ressources et commencer à tester le dual stack, donc ajouter même du V6 à des subnets existants, à des fins de testing par exemple, ça c'est très facile à faire, ça pas besoin de casser ce que vous avez fait, vous rajoutez la connectivité V6, ça c'est possible, et puis si vous voulez commencer à tester également les services
les instances EC2 V6 only, vous pouvez également le faire. Donc c'est vraiment un environnement où c'est très très rapide de commencer à tester. Moi, encore une fois, je vous enjoins à le faire parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, on n'est pas à l'abri à un moment d'avoir une sorte d'injonction à devoir le faire dans l'urgence. Donc si vous voulez que c'est des sujets sur lesquels vous voulez commencer à vous faire la main, l'environnement AWS est vraiment l'environnement idéal pour commencer à le faire. Et puis si vous avez déjà vous-même commencé à travailler sur des sujets V6 en interne, vous avez vu que toute la partie hybridation est possible. Donc si vous voulez prolonger votre environnement V6 dans l'environnement AWS, c'est très facile à faire, puisqu'encore une fois, toute l'hybridation et tous les composants réseau le permettent aujourd'hui. Donc commencez à jouer, à expérimenter avec IPv6 aujourd'hui. Le cloud vous permet de le faire, là où c'est pas nécessairement facile. Si vous étiez sur un réseau physique dans la cave ou dans votre data center, vous pouvez expérimenter tout cela et voir comment vos applications se comportent et comment elles s'intègrent avec le reste de votre infrastructure. Merci Renaud pour ces explications très claires sur IPv6. Je vous encourage toutes et toutes à tester, à démarrer vos premiers subnets en IPv6, à vous familiariser avec ce format d'adresse IP qui est un peu plus difficile à mémoriser aussi sur 128 bits en hexadécimal, c'est moins facile. Là où on arrive à retenir des adresses IP4, des IP6, ça va être plus difficile, à moins d'utiliser des trucs mémotechniques comme tu disais avec EC2. Merci d'avoir écouté ce podcast AWS en français jusqu'au bout. Rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain épisode. On parlera des nouveautés des 2 dernières semaines, comme on le fait une fois sur 2 dans le podcast. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.